Salut! Vous écoutez Une carotte au coin du feu, une conversation entre moi-même, Clio Marchal, comportementaliste équin et fondatrice de Bouillon de Poney, et mes deux consoeurs que je vais laisser se présenter pour que vous puissiez identifier leur voix. Salut Lucie! Et salut Coraline! Allez, c'est parti. Bonne écoute! Salut les filles! Salut Cléo! Donc aujourd'hui, on est de retour pour un deuxième épisode de ce podcast. Et on avait envie de discuter de la notion du R+ éthique. En fait, on voulait se demander, c'est Coraline qui nous a amené ce sujet pour une fois, enfin pour changer. Et la question c'était, qu'est-ce que c'est du R+ éthique ? Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on l'utilise parfois dans nos conversations. Et je pense qu'on s'entend sur ce qu'on veut dire, mais peut-être que c'est bien de vérifier que le reste du monde s'entend avec nous, ou qu'en tout cas le reste du monde nous comprend quand on parle de ça. C'est ressorti en fait dans notre dernière conversation, parce que lorsqu'on parlait du fait que le R+ est plus éthique que le R- par définition, c'est toi, Lucie, je crois, qui a précisé, attention, on parle là du joli R+. Mais du coup, si on parle de joli R+, ça laisse sous-entendre qu'il y a un mauvais R+. Et en fait, c'est un peu cette question qu'on veut creuser aujourd'hui. Du coup, j'avoue qu'au début, j'étais pas hyper sûre de par où aborder le sujet. Et en fait, comme d'hab, en y réfléchissant, en promenant le chien, il y a plein de questions qui sont arrivées. Mais il me semble qu'il faut commencer par définir qu'est-ce qu'on entend par éthique. Au moins qu'on se mette toutes d'accord là-dessus, même s'il va y avoir des nuances à apporter, j'imagine. Lucie, tu veux te lancer là-dessus ? Ouais. On peut commencer déjà, ne serait-ce que par repartir l'éthique, qu'est-ce que c'est, quand même. Et si on part de la définition du dictionnaire, qui comme toujours est une définition très précise, c'est l'ensemble des conceptions morales de quelqu'un ou d'un milieu. Bon, pas particulièrement éclairant en tant que tel. Nous, quand on parle de R+ éthique, du coup, notre vision globale, à peu près, du concept du R+ éthique, souvent, entre nous en tout cas, on en parle en parlant d'un R+ où on évite la frustration, un R+ où on essaie d'être au plus propre, si on peut dire, sur l'émotionnel de notre cheval et pas uniquement sur les comportements qu'il y a derrière. On va parler souvent d'un R+ sur lequel, on prend en compte le cheval dans sa globalité et surtout l'émotionnel qu'il y a derrière. Comme on travaille avec de la nourriture, on sait que ça peut être très frustrant. On va venir travailler en grande partie là-dessus. Ouais, je suis assez d'accord. Coraline, t'as quelque chose à rajouter ? Non, je suis d'accord aussi. Je pense que ça résume, le la mise en pratique qu'on en a. Quand on dit qu'on fait du R+ éthique, c'est, comment est-ce qu'on essaye de faire du R+ pour qu'il corresponde à notre éthique, contrairement à d'autres approches du R+, qui sont peut-être un peu plus anciennes, mais où ces considérations étaient pas forcément prises en compte. Ouais. Je me demande dans quelle mesure est-ce que ça inclut pas aussi la notion de la pyramide des besoins. En fait, le fait que on commence par vérifier la santé et ensuite on va plutôt arranger les antécédents, essayer de faire en sorte que la situation se produise moins, et au final, une fois qu'on aura passé différentes étapes qui n'incluent pas forcément du R+ à proprement parler, eh ben on en arrivera sur l'entraînement. Mais l'entraînement est vraiment la dernière étape de tout ça. J'ai l'impression que moi, quand je parle de R+ éthique, j'implique un peu ça là-dedans. Et c'est ce que je reproche parfois au R-. Et c'est pour ça que je trouve qu'on peut faire du R- éthique, dans le sens où parfois le R-, il y a un peu ce côté de on va s'économiser le temps, on va dire, d'aller vérifier tout ça, et on va direct aller sur de l'entraînement. Là où quand tu veux faire du joli R+, t'es un peu obligé de passer par tout ça, parce qu'en fait, tu peux pas travailler sur l'émotionnel si t'as un cheval qui est douloureux. Enfin, tu peux pas avoir une séance de R+ qui se passe bien, où l'émotionnel est ok, si le cheval est douloureux. Du coup, j'ai l'impression qu'il y a un truc où, en fait, pour pouvoir commencer en R+, il faut avoir fait tous ces check-ups d'abord. Et donc, nous, on les inclut dans nos vocabulaires. Ouais. Il y a toute une série de prérequis qu'il faut valider et qui sont pas juste une question de douleur, mais qui sont aussi, tous les besoins fondamentaux du cheval,
son mode de vie, sa sociabilisation, son rapport à la nourriture. Ça m'arrivait de voir des chevaux qui, étaient entraînés en R+, mais qui en parallèle, vivaient majoritairement au box, par exemple et je trouve que c'est directement très difficile d'avoir un peu de flexibilité mentale dans l'apprentissage qu'ils vont avoir et de pas tomber très, très vite du coup dans la frustration parce qu'il y a plein d'autres besoins tout autour de ça qui sont pas comblés et qui directement vont ressortir dans, l'entraînement, alors que c'est un problème qu'on a beaucoup moins en renforcement négatif. Probablement pour ça qu'on fait plus de renforcement négatif et qu'il y a encore plein de chevaux au box et cetera, parce que si on essaie de faire la même chose avec du R+, je pense que ça nous exposerait beaucoup plus à la tronche que ce qui se passe en R-, de manière générale. Surtout Oui, si on travaille en R+, en laissant du choix à nos chevaux, c'est sûr que si on laisse du choix à un cheval dont les besoins sont pas comblés, on a plus de risques qu'il veuille d'abord aller combler ses besoins Mmh mh. avant de vouloir venir travailler avec nous. Ouais, tout à Parce fait. qu'effectivement, cette pyramide, la base sera pas remplie, donc on pourra pas atteindre les niveaux supérieurs, tant qu'il aura pas rempli les besoins de base. Ouais. Et je pense que ça se recoupe un peu à cette question qu'on avait, quand on a commencé à préparer, cet épisode sur, qu'est-ce qu'on entend par R+? Et j'ai envie de passer un peu là-dedans parce qu'on touche sur ce sujet sans vraiment aller dedans. Mais, souvent quand on dit: «Je fais du R+», bah, ça veut pas dire qu'on fait, que du R+ quand on interagit avec un cheval ou qu'on fait que du clicker training ou ce type d'éléments-là. C'est dire, bon, on intègre cette vision globale de valider les prérequis du cheval, c'est quoi son historique, est-ce que ses besoins fondamentaux sont remplis, est-ce qu'il a accès aux fois à volonté, est-ce qu'il a des contacts sociaux qui sont stables et sereins pour qu'il ait cette sérénité mentale quand on commence, à travailler avec lui. Donc il y a tout le cadre d'abord à mettre en place pour pouvoir aller dans un R+ éthique, mais ça veut toujours pas dire que la pratique en elle-même, va l'être. Parce qu'on pourrait avoir un cheval qui vit au pré avec des copains, dont tous les besoins sont remplis et quand même avoir, au moment où on est à l'entraînement avec lui, des situations qui vont être hyper frustrantes, pour X raisons. Donc je trouve que dans le discours commun, il y a beaucoup d'éléments qui se chevauchent quand on dit R+. Il y a vraiment le R+ selon les théories de l'apprentissage qui est d'un point de vue scientifique et de façon assez basique, bah, un comportement qui augmente en intensité suite à, l'obtention d'une conséquence, positive ou appétante pour l'apprenant et avec vraiment ce lien important entre les 2 où l'augmentation du comportement vient du fait qu'il y a eu cette conséquence, après. Mais on a aussi, bah, la communauté R+ au sens large qui fait, des enrichissements, qui fait 1 000 000 de trucs différents avec les chevaux qui sont pas juste du R+, mais qui prennent en compte tous ces éléments, comme tu le disais Clio, de la pyramide des besoins pour essayer d'envisager, heu, le cheval dans son ensemble et d'avoir, la meilleure relation possible. Mais tous ces 2 éléments-là se chevauchent aussi parce qu'on pourrait faire du R- tout en prenant en compte les besoins du cheval. Hem, mais donc cette réflexion, cette vision globale, elle est pas purement R+, mais elle est nécessaire à la pratique du R+ pour éviter, les problèmes, que Lucie mentionnait en définissant l'éthique de notre approche, quoi. Donc les 2 se répondent, c'est un peu un truc qui va dans les 2 sens, quoi. ouais, tout à fait. Tout à fait. En fait, j'ai l'impression, moi, que justement, on a du mal à utiliser le terme de R+, sans utiliser un adjectif derrière pour le qualifier. En tout cas, moi, je me rends compte que j'ai de plus en plus de mal parce que, comme tu le dis, le R+, ça peut être vraiment une méthode pure et simple, définie par des scientifiques, euh, et, et qui est juste une méthode d'entraînement, en fait. Après, on en fait ce qu'on veut. Du coup, dire je fais du R+, ça dit pas grand-chose de qui on est et de comment on traite notre cheval. Rajouter éthique, ça vient effectivement peut-être englober ce truc de ben en fait je me situe dans une approche à l'écoute de mon cheval et en plus de ça j'ai envie de faire du R+. Moi j'aurais presque envie de dire qu'en fait on devrait aussi inciter les gens à parler de R- éthique, tu vois. Tous ces Ouais, gens qui font tout du à fait. R- et qui incluent cette pyramide des besoins et qui font attention à leurs chevaux et qui essayent de baisser les aversifs au maximum et qui essayent de faire un joli R-, quoi. En fait, j'aurais presque envie de leur dire, bah faites pareil, ajoutez un petit synonyme derrière, pas un synonyme, un petit adjectif derrière
pour intégrer ça dans un truc plus global qu'une méthode, parce qu'en fait, on a beaucoup de mal, enfin, moi, en tout cas, j'ai beaucoup de mal à utiliser le terme positif ou bienveillant ou quoi que ce soit, parce que c'est pareil, c'est hyper dur à définir, ça veut dire plein de choses, c'est utilisé par plein de gens, et j'ai l'impression que du coup, on essaye de se détacher de ces mots-là, qui sont un peu des mots fourre-tout, pour revenir à l'essentiel, c'est-à-dire le R+, et en même temps, en revenant à l'essentiel, on laisse trop de choses de côté. On oublie du coup l'émotionnel, la pyramide des besoins et tout ce qui va avec. Et donc on a quand même besoin de revenir à l'essentiel et de dire R+, mais de rajouter un truc après R+, pour, pour sous-entendre qu'on fait quand même pas n'importe quoi, quoi. Mmh. Oui, parfois je me demande si c'est pas aussi un peu une réaction de défense vis-à-vis de certaines critiques du R+, qui sont, parfaitement fondées, parce qu'il y a plein de façons de pratiquer le R+, qui sont pas disons ni bienveillantes ni bénéfiques pour le cheval, qui, n'amènent pas forcément à des apprentissages d'ailleurs qui fonctionnent, vraiment bien. Il y a plein de gens qui pensent faire du R+, et puis en fait ils font plein de trucs qui ont des résultats, mais peut-être pas nécessairement, les résultats qu'ils attendent, et ça rentrerait peut-être pas vraiment dans du R+, si on se posait la question. Mais, je me demande si le fait que le R+, c'est quand même quelque chose qui est arrivé plus tard dans l'histoire du cheval, et qui au début a amené quand même beaucoup de résistance, hein, parce que c'était, voilà, on fait des choses, différentes, on fait des choses inhabituelles, donner à manger aux chevaux, comme ça au travail, ça peut générer pas mal de problématiques. Alors que toute l'histoire du R-, qui est beaucoup, beaucoup plus longue dans l'histoire du cheval, elle a probablement commencé, je dis probablement parce que j'ai pas spécialement été mettre mon nez dans le fin fond des livres d'histoire de la pratique équestre, mais je suis à peu près certaine de me dire qu'il y a un millénaire, ce qu'on faisait avec les chevaux, c'était probablement, dans les grandes lignes, beaucoup moins éthique que ce qu'on a tendance à faire aujourd'hui, et que le niveau de violence et d'aversif, heu, peut-être pas pour tout, mais pour beaucoup d'éléments, a probablement été un peu plus vers le bas, avec plus de considération de l'animal en tant qu'individu, de son bien-être, et cetera. Mhm. Et du coup, je pense qu'aller du coup vers un R- de plus en plus éthique et qui prend de plus en plus en compte le cheval, c'est une évolution naturelle, alors que le R+, bah, tout est arrivé avec, les problématiques, les trucs bien, et on j'ai l'impression qu'on a besoin de se positionner vis-à-vis de ça, et de se défendre contre les critiques que le R- n'a peut-être pas. Sûrement, ouais. Tout ça pour montrer quand même la complexité, je trouve, du monde du R+, où même les gens qui le pratiquent régulièrement et qui se creusent la tête sur le sujet sont pas d'accord, enfin pas d'accord. C'est difficile, je trouve, de trouver un consensus sur qu'est-ce que c'est, comment ça s'utilise et dans quel contexte on l'utilise vraiment. Et finalement, est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait du contre-conditionnement? Est-ce qu'on ferait pas mieux de faire autre chose? Est-ce qu'il faudrait pas juste foutre la paix à notre cheval? Est-ce que ça, on a vraiment besoin de le désensibiliser ou pas? Est-ce que... Enfin bref, c'est encore un autre sujet. En tout cas, pardon, vas-y, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, j'allais dire, je pense que c'est, bon, après bon, voilà, je suis biaisée parce que moi j'ai vraiment commencé à m'intéresser à ces réflexions-là quand, je suis arrivée dans le R+, justement. Mais en tout cas dans mon histoire de cavalière et de personne de cheval, on va dire sur ces 25 dernières années, avant que je commence vraiment à creuser le sujet, toutes les questions d'émotion, de bien-être du cheval, de quel est le rôle qu'il joue dans la relation, c'est des sujets dont j'ai pas beaucoup entendu parler. Il y a un moment avec, l'avènement de l'équitation éthologique, beh, il y a des choses qui ont commencé à sortir un peu plus, et alors qu'avec le R+, comme on est face à d'autres problématiques qui sont peut-être moins communes quand on vient d'une approche traditionnelle. On évolue en tant qu'humain de cheval en commençant, je sais pas, 5, 10 ans en fonction de quand on est tombé dedans, mais pour la plupart d'entre nous, c'est assez jeune, et on nous dit: «Bah, tu dois être le boss, tu dois faire ci, tu dois faire ça, mets-lui un coup sur le nez quand il fait ça», et on ne questionne pas vraiment ces éléments-là, ou alors on les questionne, mais on est très vite écrasé par, heu, la perception et les réflexions des adultes autour de nous, et du coup, on évolue un peu avec ce truc-là, et je pense que beaucoup d'entre nous, que ce soit R+ ou R-, c'est un peu la même chose. Et à un moment, on se retrouve confronté à une situation, soit parce que ça va trop loin, soit parce qu'il y a autre chose dans notre vie qui nous fait prendre conscience de certaines choses, soit c'est un cheval qui réagit différemment, on se dit: «Ah oui, mais attends, en fait, peut-être qu'il se passe un truc là qui est pas tout à fait OK». Et je pense que quand on rentre dans l'R+, et on y rentre très vite, sans faire vraiment, heu, peut-être tout ce chemin d'aller creuser de comment bien le faire, et cetera, bah, peut-être qu'on tombe à vouloir faire un truc qui va être bien parce qu'on nous dit, enfin, c'est un peu moins le cas maintenant, mais il y a encore, 4-5 ans, c'était beaucoup: «Ah, si tu fais du R+, ça va être bien, c'est mieux», plein de jugements de valeur sur, le fait que tu es moralement supérieur si tu fais du R+ et tous ces trucs-là.
Et puis, tu rentres dans ta carrière, tu commences à donner des carottes à ton cheval pour qu'il fasse des jambettes et puis, tu as le cheval avec, les oreilles dans le crin, le nez tout froussé et tu l'as jamais vu aussi fâché et tu te dis, «Ah, là maintenant Mmh. avec, mon jugement qui n'est plus, totalement enfantin, où j'ai peut-être un peu plus de mal à voir les choses par moi-même», ce qui est tout à fait normal, de la part d'un enfant évidemment. Hem, Bah, peut-être qu'on se met à questionner un peu plus les choses et que du coup, toutes ces considérations-là, elles sont peut-être arrivées plus fort, plus vite dans le R+ que dans certaines pratiques R-, où on est très: «Ah bah, ça fait depuis 20 ans qu'on fait ça, ça a toujours fonctionné, on voit pas le problème», quoi. C'est un peu c'est un peu une réflexion sur la comète, hein, mais je me demande si c'est pas pour ça q ou en partie pour ça que c'est plus présent comme réflexion dans les communautés R+ que dans certaines communautés R-, quoi. Ouais, Ouais et c'est puis il y a marrant. ce côté, émotionnel, je trouve qu'on n'interroge pas on interroge plus aujourd'hui la douleur, quand même globalement, mais je sais qu'effectivement quand je montais en club, la douleur même, c'était pas forcément le truc premier auquel tu pensais. Mmh Tu mh. commençais juste surtout par dire que les chevaux étaient agressifs, qu'ils étaient mais sans aller forcément chercher la cause et l'émotionnel en R-, c'est pas quelque chose de forcément mis en avant comme ça. Alors qu'en R+, je trouve que ça oblige à creuser et à se poser des questions pour toutes ces questions justement d'agressivité auxquelles on peut être confronté Mmh. si on se retrouve face à des problématiques de frustration à la nourriture, d'anxiété, de problématiques du cheval. On est presque plus vulnérable parce qu'on travaille à pied souvent déjà. On commence à pied dans une optique de se dire: «Ça va être trop chouette, mon cheval et moi, on va être les meilleurs amis du monde» et si on se retrouve face à un crocodile qui veut nous bouffer, on trouve ça vachement moins chouette et je trouve que du coup, ça oblige à se poser ces questions alors qu'en R-, on n'a pas ces questions-là parce que souvent on les repousse plus qu'on ne les attire déjà et on Mmh. n'a pas cette problématique. Je me souviendrai toujours, quand j'étais plus jeune, j'avais fait un stage au Danemark. On manipulait des jeunes entiers de 3 ans qui étaient tous dans une grande stabule comme les bovins et je me souviendrai toujours de la la PhD avec qui je travaillais à l'époque, qui me disait: «Ceux-là, ils sont dangereux, ils ont pas peur de l'homme, méfie-toi» et c'était Mmh. clairement ça l'idée. C'était ce côté où les chevaux, ils avaient pas peur de la badine, ils avaient pas peur de l'homme et du coup, ils étaient considérés comme hyper dangereux et ils l'étaient en soi un peu, parce ils étaient pas éduqués non plus et il y a ce côté où en R-, quand on leur apprend à éviter, sans parler d'aller jusqu'à avoir hyper peur, mais à éviter le stick, on a en général moins de problèmes de cheval hyper proche qui veut nous bouffer. Alors qu'en R+, Mmh. comme tu dis Coraline, tu commences avec tes carottes comme ça en te disant: «Super, on va faire des trucs trop chouettes» et si tu ton cheval qui essaye de te choper le bras pour une carotte, c'est vachement moins chouette et c'est vrai qu'on est obligé de Ouais, se j poser des questions du coup, de se dire: «Bah, pourquoi et qu'est-ce que je peux faire si on veut continuer dans cette, voie-là?» ouais. Moi, ça me questionne beaucoup sur, comment on en est arrivé à faire ce lien entre, le R+ et les émotions positives ou le fait que ça va être mieux. Parce que quand on regarde vraiment, la théorie, du conditionnement opérant et la théorie behavioriste de manière générale, c'est quand même beaucoup pour ça qu'elle a été critiquée, parce que dans son application, elle était quand même, très froide, qu'elle prenait pas tellement en considération l'apprenant, surtout dans certaines dérives qu'il y a pu avoir avec, enfin en psychologie humaine, les analyses appliquées, la façon dont ça a été mis en place, notamment pour essayer, entre guillemets, de «rééduquer» des autistes et ce type de dérive qu'il y a pu avoir, si je dis pas de bêtises, dans les années 80, mais peut-être que je me plante sur, la date exacte. Mais bref, il y a un certain moment avant que la psychologie humaine évolue au-delà de ces questions-là et et je trouve que quand toute cette théorie-là, elle est arrivée dans le monde animal, bah, j'ai l'impression que toutes les critiques sont un peu tombées et il y a eu un moment, c'est en train de redisparaître, mais il y a eu un moment où, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu cette espèce de jugement moral de dire: «Bah, si tu fais du R+, ça va être mieux parce que, voilà, c'est du positif». On ajoute du positif après à un comportement et du coup, bah, c'est quand même vachement mieux que de faire tout le reste et quand on se penche un peu sur la question, ça reste quand même assez nébuleux parce que dans les études qui ont été faites sur, la relation à l'humain, la proximité entre, heu, le cheval et l'humain, le fait d'avoir des chevaux, par exemple, qui vont plus facilement aller en contact avec un humain inconnu, s'il y a eu du R+, est-ce qu'ils vont plus facilement monter dans un vent s'ils l'ont fait en R+ par rapport à en R-. Il y a pas une tonne d'études qui ont été faites, à ce niveau-là, mais ça va aussi plus se concentrer sur les résultats de la méthode que vraiment,
l'émotion en elle-même et je pense que vraiment aller creuser le sujet de l'émotion, en plus, ça reste assez difficile, parce qu'on ne sait pas exactement comment ça se passe dans le cerveau du cheval, comment est-ce qu'eux ressentent vraiment, les différentes émotions et nous, dans la communauté R+, on sait qu'un des problèmes qu'il peut y avoir avec les émotions, ce qu'il faudrait creuser, c'est la frustration et il y a très, très peu d'études qui ont été faites sur la frustration chez le cheval et même dans la façon dont heu, elle se représente ou que le cheval l'exprime. Je pense que d'un point de vue empirique, par l'expérience, on est tous plus ou moins d'accord sur quelles sont les choses qu'on va voir qui vont indiquer un cheval, frustré. Mais comme ça, spontanément, j'ai en tête uniquement 2 études qui vont parler, vraiment de la frustration chez le cheval et des enfin, de la façon dont elle s'exprime, enfin, quels sont les signaux comportementaux qu'on peut dire: «Bah, ça, c'est probablement de la frustration» et comment est-ce que ça se différencie d'une émotion positive, comme l'anticipation ou des choses comme ça et je pense que même cette deuxième étude, elle date de quoi? Fin 2024-2025, quelque chose comme ça, mais elle est très, très récente et du coup, si on revient sur la question d'éthique et le jugement moral, comment est-ce qu'on en est arrivé à un moment à se dire: «En fait, allez tous faire du R+, c'est génial et c'est vachement mieux que de faire, du R-», alors que au niveau des neurotransmetteurs, tous ces trucs-là, bah, on sait que ça fait appel à de la dopamine, qu'il y a des certains éléments de plaisir et cetera. Mais en fait, il y a aussi des études qui montrent que les circuits de la récompense, ils jouent un rôle aussi dans le R-, pas de façon peut-être aussi intense que dans le R+, mais ils jouent tout à fait un rôle aussi. Donc, quel est le raccourci qu'on a été faire là pour dire, voilà, bah, soudainement je mets une étiquette R+ dessus, ça va être vachement mieux. Je sais pas exactement comment ça s'est passé, mais je trouve ça un peu bizarre parce que c'est quand même vraiment un raccourci, en fait. Moi, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas l'usage d'aversif qui est obligatoire. En fait, ça, je pense que ça joue vachement et que du coup, si tu simplifies, Mmh. sans prendre en compte l'émotionnel, tout ça, entre, enfin, pousser quelqu'un à faire quelque chose et l'attirer à faire quelque chose, bah, l'attirer, ça paraît toujours plus bénéfique, enfin, plus positif, moins contraignant pour l'apprenant. Je pense qu'il y a quand même aussi vachement une vision sociétale, tu vois. C'est arrivé aussi à un moment où on se posait plein de questions sur les émotions chez l'humain, où il y avait un peu une remise en question de l'éducation aussi chez les enfants. Enfin, je pense que ça s'est mélangé à plein de choses. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'expliquerai, je pense. Une envie de faire autrement, en fait, et du coup de basculer dans ce qu'on connaît peut-être un peu moins, mais qui paraît... Enfin, je sais pas, entre te dire si tu fais ça, je te donne un truc, ou je te fais chier pour que tu fasses ça, c'est sûr que ça paraît évident qu'il y en a un qui est plus sympa que l'autre, quoi. Et puis c'est aussi ce qu'on fait pas mal avec les chiens, le R+, mine de rien. Du coup, la transition, au bout d'un moment, de se dire: «Bah, je vais faire pareil avec mon cheval», Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Clio, mais je trouve qu'il y a certains cercles, si je peux dire, où le parallèle, il a été fait de façon un peu ou le raccourci, il a été fait de façon un peu bizarre. J'ai lu, je pense il y a 1 an et demi maintenant, un livre sur, le clicker training spécifiquement et la façon de l'appliquer, un peu, les techniques opérantes dont on parlait dans l'épisode précédent et ces choses-là, un peu plus axé sur le chien. Et il y a un élément qui enfin, un passage dans ce livre qui m'a super choquée parce qu'elle disait: «Si vous travaillez avec un chiot et qu'il a pas encore vraiment d'attirance pour la nourriture, bah, quand vous lui donnez la gamelle, s'il se jette pas dessus, retirez la gamelle». Pour qu'il se rende compte que la nourriture, c'est pas quelque chose qui est à disposition tout le temps et que, bah, il faut vraiment aller la chercher parce que sinon, elle disparaît et on ne sait pas quand elle reviendra et moi, je suis pas vraiment, spécialisée chien, donc ça me paraît déjà a priori un peu tangent, mais avec un animal en plus qui, corrigez-moi si je me trompe, est quand même plutôt axé sur, la chasse, ne pas forcément nourrir tout le temps, ne pas forcément avoir sa proie tout le temps. Heu, voilà, c'est peut-être déjà un peu, entre guillemets, «plus viable», mais si on essaie de faire ça avec un cheval, on va vraiment avoir des niveaux de frustration qui vont nous exploser à la tronche, hyper rapidement et du coup, ce truc de se dire: «Beh, je vais lui donner un truc, ça va être beaucoup plus sympa, mais en même temps, je l'intègre directement dans mon apprentissage pour qu'il soit efficace», un élément de rareté et du fait que en fait, je peux retirer aussi ce que je donne, ça devient, Ah bah complètement tordu, ouais. ouais, c'est ça, sur la ligne Mais, éthique, on a un problème, quoi. mais ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de répondre aux besoins avant de commencer à travailler aussi. Ça pose vachement la question de la privation, en fait. Est-ce qu'on fait du R+, avec de la privation ou pas? Enfin,
Moi, clairement, c'est pas comme ça que j'envisage le R+, mais c'est vrai que pour certaines personnes, ça reste du R+. Enfin, c'est du R+. Et c'est une façon tout à fait logique de travailler, quoi. D'un point de vue scientifique, si on revient à la définition qu'on donnait tout à l'heure, ça peut en être. Si, en à cause de la conséquence de l'ajout de la récompense après, le comportement augmente, bah, on est peut-être dans un apprentissage qui fait appel au renforcement positif. Mais du coup, dans notre vision R+ globale de notre sens moral à nous et de notre éthique du cheval de manière générale, heu, bah, c'est pas ce qu'on appellerait un R+ éthique du coup. Non, non, bah clairement, un R+, avec privation, j'avoue que moi, je mets pas ça dans, dans le R+, éthique. Non, clairement pas, mais c'est ça qui est un peu délicat aussi avec, ces labels et ce fait d'utiliser le mot R+ pour plein de choses et donc d'avoir besoin de dire R+ éthique derrière pour, un peu se justifier, de dire: «En fait, j'ai conscience que ça peut causer problème. J'ai conscience que ça a un côté sombre et du coup, j'agis de manière à l'éviter, quoi». Ouais, je pense qu'il y a ce côté-là qui est intéressant, ce côté avoir conscience que ça peut dériver, c'est avoir conscience que ça peut avoir, des implications négatives et que du coup, dans la pratique, notre objectif, c'est d'éviter ces dérives. Mmh. C'est marrant, moi, je dirais que me pencher sur le R+, ça m'a amené à faire du meilleur R-. Ça m'a fait me poser plein de questions que je me posais pas forcément avant. Mmh. Et du coup, je prends vachement de plaisir à ramener dans le R- tout ce que j'ai appris dans le R+. Et Ouais, en je vois fait, tout à fait ce que tu plus veux dire. plus j'avance et plus je rencontre des gens, plus je me rends compte qu'il y a quand même aussi beaucoup de gens qui font ce chemin-là dans le R-, sans être obligé de passer par le R+, d'ailleurs. Mais je trouve que c'est en train de changer. Je trouve qu'il y a une petite bascule qui est en train de se faire où les gens, ils sont quand même en train de se dire, attends, un cheval résigné, c'est sympa, mais c'est pas ouf quand même. Et où du coup, on essaye de faire un peu plus attention à ça. Mais en fait, je trouve que du coup, ça amène beaucoup de flou. Et moi, bon, c'est un peu hors sujet, mais moi, ça vient toujours me questionner sur cet éloge de la nuance. Là où moi, j'ai plutôt tendance à faire l'éloge de la radicalité, parce que je trouve qu'elle est vraiment hyper nécessaire et que, bon, je trouve qu'il y a besoin de tout pour faire avancer les choses, mais je trouve que la radicalité, c'est aussi un point de vue qui se défend et qui est légitime et qui a le mérite, qui doit exister. Euh, et en fait, je trouve que comme on est en train de vraiment se rendre compte que le R+, ça peut être horrible, qu'il y a plein de gens dans le R- qui sont en train de se dire, bah, nous, on n'a plus envie d'être horrible, on a envie de faire des choses bien, que moi je suis pas hyper pour le fait de faire un peu des deux chez les chevaux, ou en tout cas pas sur des apprentissages similaires, parce que je trouve que ça les perd un peu. T'es quand même obligé de choisir un peu ton équipe, et à la fois, enfin je sais pas, moi ça me perd, et du coup je comprends ce besoin de se mettre une étiquette, et de dire, ben moi je fais plutôt du R+, moi je fais plutôt du R-, et à la fois, comme tu disais tout à l'heure Coraline, il y a du coup un besoin de défendre ton étiquette avant même de l'avoir posée. Parce que, en fait, tu sais que tu vas te faire attaquer par quelqu'un, peu importe ce que tu choisis. Tu dis que tu fais du Ouais. R+, on va te dire, mais ton cheval il est frustré. Tu dis que tu vas faire du R-, on va te dire, bah il est résigné. Enfin, et à la fois, t'as quand même le droit de faire des choses et il faut se positionner. Et enfin, ouais, moi je trouve ça vraiment hyper dur. Et du coup, je trouve que c'est une conversion hyper profonde de dire, ben nous, on veut faire du R+ éthique, ok, mais c'est quoi en fait? Et qu'est-ce qui nous Mmh. donne, nous, le droit d'aller dire c'est ça? Et est-ce que ça, tu vois, dans quelle mesure ça nous positionne en donneur de leçons, de genre, bah nous, on fait ça et on estime que c'est mieux. Et comme tu l'as dit, rien ne prouve en plus que c'est vraiment si mieux que ça pour le cheval. Enfin, c'est bordel un peu, je trouve, ces sujets. Ouais, je pense que c'est vraiment le chemin de réflexion. Moi, ce que tu dis là, ça me fait penser à ma première formatrice en R+, qui disait: «Bah, vous pouvez rentrer dans ma formation et continuer à faire du R-, mais je vous conseille quand même vraiment d'abandonner entièrement le R- pendant au moins 6 mois et d'essayer de tout faire en R+, parce que ça va vous permettre de déconstruire les choses que vous prenez pour acquis sans en avoir conscience». Et moi, tous les gens que je rencontre qui disent: «Oui, mais moi j'ai besoin du stick», par exemple, j'aime bien leur dire: «Bah, en fait, est-ce qu'on peut essayer de construire un exercice et on va pas utiliser le stick?» Et si tu retires juste cet élément-là, quels sont tous les trucs qui fonctionnent encore et qu'on va pouvoir continuer à développer et tous les trucs qui fonctionnent plus et qu'il faut remplacer par autre chose? Et ça veut pas forcément dire qu'il faut aller directement dans le R+, mais moi, quand j'ai commencé à me poser cette question-là et que je me suis dit: «OK, j'arrête de faire ça, j'arrête de monter en phase quand il y a un truc qui fonctionne pas»,
je dépose mon stick et je l'utilise plus jamais et maintenant j'en ai même plus aucun chez moi. Quand ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Et je trouve que quand on mélange les 2, voilà, moi je suis comme toi Clio, je pense que c'est pas du tout bénéfique de le faire sur les mêmes apprentissages. Il y a des gens pour qui ça réussit très bien et tant mieux pour eux. Mais je trouve que c'est aussi un peu un raccourci mental de se dire: «Ah bah, ma friandise fonctionne pas, je vais utiliser mon stick ou je vais tirer sur ma longe, ça fonctionne pas, mon cheval veut pas se mettre en avant, bah, je vais aller mettre des carottes dans un seau au bout de la ligne et comme ça il aura envie d'aller jusque-là». Et ça oblige pas à se mettre devant ce mur de se dire: «Bah, ce truc que je fais en fait il fonctionne pas et qu'est-ce que je peux revenir modifier dans l'environnement social de mon cheval, dans son milieu de vie, dans ses problématiques physiques qui font qu'avoir quelque chose de super léger, super basique, de juste travailler avec, 1 gramme sur ma longe ou juste un peu de foin, comme récompense, bah, ne suffit pas pour que le cheval ait envie de faire des choses. Et si on part de la considération que le cheval est quand même plutôt un animal curieux et coopératif et que s'il n'a pas vécu plein de traumas et qu'il a été sociabilisé normalement et cetera, normalement, ils ont quand même plutôt envie de venir voir ce que font les humains parce qu'en fait, ils ont envie de faire des trucs dans leur vie et d'être un peu stimulés. Il y a plein de trucs qu'on peut aller apprendre à un cheval de façon hyper simple. Et donc dès qu'on commence à aller prendre ces raccourcis, à monter la valeur de la récompense, à monter l'intensité de la pression et tout, bah, quelle œillère est-ce qu'on est en train de se mettre pour pas régler un problème qui vient d'ailleurs? Et ça, je trouve que moi, ça me fascine, je trouve ça hyper passionnant, mais c'est aussi hyper confrontant quand on se retrouve face à cette situation de se dire: «Ça fait 10 ans que je fais ce truc-là et en fait, ça cache un truc que j'ai pas du tout envie de voir sur, ma relation au cheval, sur ma relation à son environnement, sur, tous les trucs qu'on est en train de faire, quoi». Et je pense que c'est pour ça que c'est facile d'essayer d'aller mélanger les 2 parce que ça permet de louvoyer, en fait, entre ces 2 problématiques et pas trop aller se mettre le nez profondément dans soit comment faire un R- aussi bien que possible ou comment faire un R+ aussi bien que possible. Et à la fois, moi, je trouve que ça perd vachement les gens. Moi, j'ai beaucoup de gens qui ne font plus rien du coup, parce que comme ils ont envie d'aller vers du R+, eh ben, ils osent plus utiliser d'aversif. Sauf que comme ils sont pas complètement dans du R+, ils savent pas utiliser correctement l'appétitif. Et surtout, en fait, le R+, ça demande... Enfin, c'est pour ça, moi, je le conseille vraiment pas à tout le monde. Ça demande d'être hyper imaginatif et d'avoir des connaissances de ouf sur comment tu vas amener le cheval à produire le comportement. Et du coup, si t'as pas tout ça, si t'as pas ce bagage, et que t'arrives juste du R-, ben, tu galères, quoi. Sauf que comme t'oses plus utiliser ton aversif, et ben, en fait, ton cheval, il comprend plus rien. Et du coup, t'as plus de renforçateur. T'as plus rien qui renforce ton comportement et donc t'as plus de comportement. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup de gens comme ça qui sont démunis parce qu'ils me disent, bah, la friandise, ça marche pas, ça le frustre, ça l'énerve, il a les oreilles en arrière, il est plus du tout content d'être là. Mais à la fois, je peux plus le mettre sur un cercle au pas, quoi. Parce que, en fait, ils osent plus utiliser leur stick, ils osent plus monter en phase. Et je dis pas que c'est forcément la solution, mais je trouve que du coup, c'est assez drôle de voir à quel point ça. Je trouve que chez les professionnels, ça peut amener une remise en question de ton travail. Et en fait, en général, tu as des connaissances techniques qui sont suffisantes pour savoir qu'en fait, tu peux pas juste supprimer ton aversif. Enfin, il y a un moment, si ta technique c'est du errement, il te faut un aversif, point. Et tu vois, si tu as conscience de ça, bah, tu travailles avec ça et tu réfléchis à baisser ton aversif, enfin, blablabla. Mais je trouve que quand tu es amateur ou particulier avec ton cheval, d'entendre tous ces discours à droite à gauche, c'est en fait ça te laisse avec rien du coup. Ça te laisse dans une sorte de nuage tout fou où tu peux plus utiliser ton stick mais tu sais pas utiliser une carotte non plus. Et du coup, t'as juste un cheval hyper frustré au milieu de la carrière qui veut plus faire de cercle, quoi. Moi, je pense qu'il y a des problèmes liés à ça, c'est qu'on a tous appris le R- ou les codes R- et la façon de faire avec des chevaux qui ont été formés par d'autres personnes que nous. Quand on a commencé à monter à cheval, quand on a mis à l'école pour à cheval pour la première fois, aller marcher avec eux, bon peut-être pas tout le monde, mais la plupart d'entre nous, on était en centre équestre, on avait une tante qui avait un cheval chez elle et qui nous a montré comment faire les choses et donc il y a eu une transmission de connaissances et de compétences qui s'est fait avec le temps. Alors que quand on commence avec le R+, bah, comme tu le disais, on est tout seul chez soi avec son cheval, avec un cheval qui connaît pas un truc, que nous on connaît pas non plus, avec généralement quelqu'un qui peut nous accompagner, qui, va peut-être venir en présentiel une fois par mois ou qui va nous suivre en visio, un peu en différé parce qu'on n'est quand même pas beaucoup à vraiment enseigner les R+ et avoir des élèves, juste à côté de chez nous qu'on va voir 2 fois par semaine et du coup, en effet, ça fait une courbe d'apprentissage qui est super rude parce qu'il y a très peu d'exemples. Quand tu es en centre équestre et que tu fais du R-, bah, tu vois les gens, tu vas traîner au poney club tout l'après-midi, tu vois les gens qui montent, tu te dis: «Ah oui, bah, après moi je pourrais faire ça parce que, moi maintenant je fais juste du galop, mais maintenant, Marilyn avec son poney elle saute», tu vois? Et tu crées du coup un peu cette vision
de ces blocs de compétences qu'il faut mettre les uns après les autres pour pouvoir même pas vraiment mettre des apprentissages en place, mais commencer à communiquer avec un cheval. Et du coup, quand tu as ton premier cheval et que tu vas faire un stage de travail à pied, bah, la plupart des codes ou des éléments que tu vas utiliser, c'est des trucs qui sont un peu connus. Alors que quand tu commences avec le Rave Plus et qu'on te dit: «Bah, il faut mettre ton environnement en place pour que ton cheval ait l'idée de faire une transition au trot et il te faut un tapis et une cible et je sais pas quoi d'autre», tu vois? Les gens, ils sont là: «Mais c'est quoi une cible? C'est quoi un tapis? Pourquoi j'utilise des cônes? Pourquoi j'utilise pas des cônes?» et c'est rude, en fait. Non seulement c'est déjà un apprentissage qui est difficile, mais la marge d'entrée, elle est super haute aussi, quoi. Comme Vas-y, disait Lucie. Clio, ça demande d'être hyper imaginatif. Passer du R- au R+, mentalement pour l'humain, même sans parler du cheval qu'il connaît pas, ça reste hyper challengeant. Mmh. Parce que c'est plus du tout la même manière de penser. On nous a toujours appris à pousser notre cheval pour qu'il avance sur un cercle, par exemple. Et d'un coup, on va dire: «Bah, faut que tu l'envoies sur un truc». Mais pour l'envoyer sur un truc, il faut qu'il apprenne à marcher, à s'éloigner de toi. Mais pour ça, Mmh. du coup, il faut que tu lui apprennes à aller toucher une cible. Du coup, on va commencer par lui apprendre une toucher une cible et peut-être que dans 3 mois, tu pourras lui apprendre à marcher sur un cercle ou pas. Alors qu'en R-, tu prends ta longe, tu prends ton stick, tu dis: «Allez, on y va, super, c'est parti». Ouais, c'est Et à vrai. ce côté quand même très frustrant dans l'R+ quand tu démarres de se dire: le moindre petit truc demande des bases hyper importantes. En R-, ces bases, on les a relativement vite. Mmh. En R+, tu commences par construire, des fondations, béton avant de te dire: «OK, allez, demain peut-être on va trotter, mais Ouais. peut-être que demain on trottera pas en fait, parce que demain ça marchera pas ou que, il y aura autre chose». Mais il y a ce côté où il faut vraiment avoir une préparation énorme en R+ avant de se dire: «OK, on va faire des trucs vraiment fun». Alors qu'en R+, en R-, pardon, c'est relativement facile. Dire: «Allez, aujourd'hui, ben, on va faire un cercle au trot». Bah, on va faire un cercle au trot. Ça On rejoint ce va dire: qu'on «Ah». ouais, pardon, ça rejoint ce qu'on disait l'autre fois que le R- est plus renforçateur pour l'humain que le R+. Moi, ça me fait aussi écho sur le fait que, en fait, quand tu recommences le R+, tu recommences tout en bas de la pyramide. T'as l'impression d'être nul. Alors que en général, tu sors de 15 ans d'équitation, tu te dis, ah ça y est quand même, je commence à maîtriser un peu mon sujet, on me donne les chevaux difficiles au centre équestre, tu vois, je suis quelqu'un quoi. Et là, tu te retrouves avec une cible, un clicker, il faut que tu travailles ton timing parce que tu n'y arrives pas, tu mets toujours la main dans la sacoche avant de cliquer, il faut que tu apprennes à... Enfin, tu vois, tu redescends... Enfin, moi, ça m'a vraiment fait cet effet-là. J'ai eu l'impression d'être... de commencer le ping-pong, quoi. Genre, c'était un tout nouveau truc que je ne maîtrise pas du tout. Et ça peut être déroutant et ça peut être pas... Enfin, ça donne pas très envie, en fait. Donc, je pense que ça joue Ouais, moi, aussi. je pense que ça joue et je pense que moi, ce qui a été le plus rude quand j'ai repris le R+, c'est quand je l'avais commencé classique, on va dire plus ou moins, et que j'ai dû reprendre tout le R+, parce que ma jument commencerait à frustrer et que du coup, j'ai dit: «OK, non, faut qu'on déconstruise ça» et qu'on a tout repris vraiment sur la base des émotions, mais dès la base. Et c'est long, plusieurs mois à juste cliquer à ce que ma jument, elle se décontracte, alors que avec mon poney, on faisait déjà des trucs sympas, aller toucher des cibles et cetera. Elle a dit: «Non, non, non, Mmh. tant qu'il y a un chouille de frustration encore, on va attendre qu'elle sache se rediriger et être zen sur la nourriture». Et ça, c'est clairement pas renforçateur pour l'humain. Mais après, ça fait de belles choses. On est typiquement sur le côté, mais qu'on a aussi sur du R- moins propre qu'on retrouve, mais qui est plus rapide quand même. Mais ce côté, on veut construire des bases solides avant d'aller sur des trucs qui sont propres et pas juste: «Je mets en place un peu à l'arrache et puis on verra plus tard, comment ça se Ouais. passe». C'est ce que j'allais dire. J'ai l'impression qu'en fait, peu importe la méthode, on aime bien prendre des raccourcis parce que ça nous arrange et du coup... que ce soit en R+, ou en R-, c'est assez facile de les prendre, ces raccourcis. Quand tu commences à vraiment te poser cette question de l'émotionnel et d'avoir une base saine, justement, où ton cheval il est content d'être là, dans l'une ou dans l'autre des méthodes, bah forcément c'est beaucoup plus long, quoi. Je vais juste essayer de faire une petite transition. On s'était dit qu'on aborderait quand même la question du R- avec récompense. Juste dans l'idée de le différencier de ce que nous, on qualifie de R+. Parce qu'en fait, pour beaucoup de gens, le R+, c'est le fait d'ajouter de la nourriture. Enfin, moi, je vois encore tous les jours des gens, d'ailleurs, on en parlait l'autre fois, tous les jours des gens qui sont cités comme des entraîneurs R+, parce qu'ils ont une banane et des carottes dedans et qu'ils en donnent régulièrement. Alors qu'en fait, c'est pas du R+, qu'ils font, simplement, ils rajoutent une récompense alimentaire sur leur R-.
Donc en fait, ce qui pour moi est vraiment capital dans la définition du R+, et ce sur quoi je m'arrête toujours pendant 20 minutes avec mes élèves, c'est qu'il y a un lien de causalité qui est hyper important entre l'augmentation du comportement et le fait d'avoir ajouté quelque chose. Le mot le plus important, en fait, dans la définition du R+, c'est le parce que. C'est parce que on a ajouté quelque chose que le comportement a augmenté. Et du coup, je trouve que quand on voit la chose comme ça, c'est beaucoup plus facile de se rendre compte qu'effectivement, si j'ai demandé à mon cheval d'avancer sur le cercle avec mon stick, par exemple, quand bien même je lui ai donné une carotte un peu plus tard parce qu'il était parti sur le cercle, ça n'en fait pas du R+. Ce qu'il a emmené sur le cercle, c'est mon stick. Finalement, la récompense alimentaire, c'est juste une motivation supplémentaire qui vient s'ajouter et qui va souvent accélérer le processus et la motivation du cheval à donner le comportement. Mais par contre, ça ne cause pas l'augmentation en intensité ou en fréquence du comportement. Vous me rejoignez là-dessus ? Ouais, tout à fait. J'aime bien ce que tu dis avec le fait que ça accélère le processus parce que ça se relie à tout ce qu'on disait avant où on est là avec, notre défense d'un R+ éthique et d'une façon de faire et cetera et en fait, comme dit, c'est pas du tout vendeur. Tu as une possibilité de mélanger un peu les 2 avec ton R- et taper des carottes au bout, où ça marche, ça va vite. Selon le cas, tu vas avoir plus ou moins un impact, émotionnel, mais qui va pas forcément être, aussi important qu'avec, juste un R+ tout court qui est très mal fait et nous, on est là: «Il faudrait faire du R+, tu veux venir apprendre le R+ avec moi? Alors d'abord, pendant 3 mois, on va donner du foin à ton cheval, il va rien se passer et puis, peut-être qu'après 3 mois, si tu t'es vraiment impliqué, que tu as travaillé 4 fois par semaine, tu pourras faire des transitions ou pas». Et et c'est clair que quand tu vois le truc comme ça, les gens, elles doivent se dire: «Mais elles sont totalement tarées ces filles-là, parce que pourquoi est-ce qu'on aura envie d'aller faire ça?» Outre pour le challenge intellectuel et ça, très honnêtement, c'est une question parfois que moi je me la pose un peu moins souvent maintenant, mais quand j'étais plus dans la période de transition, à vraiment aller creuser le R+ et à vraiment me poser des questions sur comment ça fonctionne et à améliorer ma pratique et à plein de fois où je me suis dit: «Mais pourquoi je fais ça, en fait?» Pourquoi je le fais pour moi? Pourquoi je le fais pour mon cheval? Parce qu'il était pas tellement problématique vis-à-vis de l'entraînement avant et qu'est-ce qui m'a empêché d'aller faire juste du R- et de filer des carottes après et ça serait peut-être très bien passé et j'avoue que ça, c'est un truc pour lequel j'ai pas vraiment de raison. En fait, je sais pas pourquoi je le fais, ça me fascine, je trouve ça m'éclate, c'est peut-être juste ça, mais Bon, je ça comprends suffit, hein, aussi des fois. ouais, mais du coup, je comprends aussi, tu vois, les gens qui me disent: «Mais en fait, j'ai la flemme» et j'ai pas envie qu'on me dise que je suis, une mauvaise personne de cheval parce que je le fais pas et ça me fait penser à ce que tu disais sur la radicalité tout à l'heure, Clio, heu, moi, j'ai envie de m'autoriser à dire: «J'ai envie d'être radicale dans ce sens-là», de dire: «Je veux avoir un R+ qui est le plus pur et le plus éthique possible». C'est ça que j'ai envie d'enseigner parce que c'est ça qui m'éclate. Les gens qui viennent me trouver et qui veulent faire un truc un peu entre les 2, je veux bien les accompagner jusqu'à un certain point, mais il y a des choses qui, même si elles mélangent R- et R+, où je vais dire: «Si tu travailles avec moi, ce sera non» parce que voilà, j'ai envie de décider de faire autre chose et j'ai décidé de tracer une ligne et quelque part de mettre quand même un certain jugement de valeur sur certaines pratiques que j'accepte et certaines pratiques que j'accepte pas et en fait, jugement de valeur, c'est pas vraiment le bon mot, c'est un jugement moral parce que, comme on le disait aussi au tout début, c'est une question qui est très subjective et moi, ma ligne, elle est là et puis c'est tout, quoi. C'est là où c'est quand même hyper intéressant, effectivement. Le R+, tu veux le faire beau, propre, tout ce que tu veux, ça demande énormément de travail et c'est là où avoir un beau R-, c'est parfois bien plus pertinent Mmh mh. que de se dire, «J'ai vraiment pas la foi de me lancer dans un R+, où je vais passer effectivement 3 mois à cliquer mon cheval qui est en train de manger du foin». Ça me passionne pas, c'est OK. On n'est pas forcément obligé d'être passionné à cliquer son cheval qui mange du foin. Mais je vais faire du beau R-, en prenant en compte les émotions de mon cheval, en faisant Mmh. attention, à ses signaux, en faisant tout ça et en soi, j'ai envie de dire, c'est encore la meilleure solution dans ce cas-là, au vu de ce qu'on a envie ou pas envie de faire. Surtout que ça demande déjà un sacré investissement, donc je trouve que les gens qui veulent vraiment aller dans cette ligne-là et vraiment pousser jusqu'au bout le fait de faire le R- le mieux déterminé, avec le moins d'aversif possible, avec un cheval qui vit sa meilleure vie de cheval en parallèle de ça, c'est déjà assez compliqué dans le monde équestre à l'heure actuelle, donc Totalement. c'est déjà vachement cool, les gens qui poussent la réflexion jusqu'à là, quoi. Je pense que ce qui est capital, par contre, c'est de garder en tête qu'on fait du R-. Parce que du coup, pour revenir Ouais. à moi, ces gens qui m'appellent et qui sont perdus et qui font plus rien avec leur cheval, c'est parce qu'on leur a vendu qu'ils faisaient du R+.
Et qu'en fait, non, ils font du R-. Simplement, ils ont rajouté une récompense alimentaire. Et je trouve que quand tu sais ça, bah, du coup, tu acceptes de continuer à utiliser tes aversifs. Parce que tu fais du R-. Du coup, tu fais attention à tes aversifs, mais tu les as quand même. Mais ça t'évite de te retrouver un peu perdu à plus rien oser utiliser, quoi. En fait, t'as double outil plutôt que d'avoir plus d'outils, quoi. Ouais. Mmh. Ouais, on retrouve cette question d'avoir conscience de ce qu'on fait et d'être aligné avec ce qu'on fait, c'est OK. J'utilise comme ça, du coup, en prenant toutes les garde-fous possibles pour essayer d'avoir une, pratique la plus, bah, éthique possible pour moi. Et ça n'empêche pas d'évoluer en plus. Je veux dire, Non, on est tous sur un chemin aussi, c'est pas parce qu'on décide un jour de pas faire de R+ qu'on ne dira pas avec un autre cheval: «Je vais faire les choses différemment» ou même on pourrait même décider et je pense que si on a envie de mêler un peu les 2 ou d'explorer, les 2 techniques, c'est de le faire sans les mélanger. De se dire, par exemple: «Je vais faire, tout mon medical training, tous les soins coopératifs en pur R+ avec autant de strap possible et je vais à fond dans le R+ dans cette direction-là et puis, quand je vais faire du travail gymnastique, bah, je vais le faire à fond en R- en essayant de faire le meilleur R- possible». Mais du coup, au moins, on a des apprentissages qui sont bien séparés et des contextes qui sont bien séparés et qui, pour le cheval, sont probablement vachement plus clairs aussi, quoi. Ouais. Ouais, ça, moi, je le conseille vachement. Je trouve que un bon entre-deux. Pareil. bien séparé, ouais, que ça soit toujours clair pour le cheval, surtout si on veut lui laisser du choix quand on le travaille en R+. Qu'il Mmh. sache quand il a le choix et quand il a pas le choix. Ce qui est vachement plus galère, c'est d'avoir plusieurs chevaux, dont certains que tu travailles en R+, et certains que tu travailles en R-, parce que après, c'est toi qui es perdu. Et moi, en ce moment, je fais n'importe quoi. Je sais plus qui a travaillé comment, et quand est-ce qu'il faut donner, et quand est-ce qu'il faut pas donner, et quand est-ce qu'il faut dire oui, ou quand est-ce qu'il faut pas dire oui. Bordel. Bref, si on en revient, parce qu'on a du coup beaucoup parlé de R-, alors qu'on n'avait pas du tout prévu ça, mais c'est chouette. Si on revient un peu sur le R+, il y a une question, moi, que je voulais vous poser parce que ça m'a toujours travaillé. Donc, moi, je suis arrivée dans le R+, je vous raconte un peu ma vie. Je suis arrivée dans le R+, à reculons, parce que tous les discours que j'entendais ne m'allaient pas du tout, et je comprenais pas. En fait, moi, j'entendais beaucoup qu'il fallait charger le clicker, qu'une fois que tu l'avais suffisamment chargé, il n'y avait plus besoin de donner de récompense, et l'exercice de la politesse. Donc, un cheval frustré. Donc ça, c'était ce que j'entendais sur le R+, et je me disais, je ne vois pas l'intérêt d'aller travailler comme ça, faisons du R-, c'est quand même vachement mieux. Donc, je suis allée dans le R+, en me disant, je vais leur prouver qu'ils ont tort. Grosse prétention de ma part. Et finalement, j'ai quand même choisi d'aller vers quelqu'un qui me semblait à peu près cohérente. Et du coup, j'ai bien compris que j'avais tort. Et que le R+, c'est quand même vachement chouette et on n'est pas obligé d'être frustré. Et on n'arrête pas de donner après le clic, quoi qu'il arrive. Ça, il faut pas faire ça. Pourquoi je vous disais ça? Parce que à cette époque-là, j'en parlais beaucoup avec une collègue à moi, qui elle faisait beaucoup de R+ avec son chien. Donc on avait des grandes conversations sur le R+ chien, cheval. Moi j'étais encore dans cet entre-deux. Je commençais à me dire que finalement c'était pas si mal, mais je voyais encore beaucoup de choses autour de moi. Je récupérais pas mal de chevaux qui avaient été bossés en R+. C'était des vrais démons. Ils avaient envie de me sauter dessus tout le temps pour me manger. Enfin, bref, c'était compliqué. Et du coup, on essayait aussi de faire cette distinction entre le bon R+, le mauvais R+. Et en fait, on en était arrivé à cette grande question de est-ce qu'on peut vraiment parler de R+, quand le cheval est dans une émotion négative? Est-ce que finalement, l'apport de nourriture à ce moment-là, c'est pas plutôt un soulagement pour le cheval? Est-ce que c'est vraiment quelque chose en plus qui gagne? Ou est-ce qu'on pourrait pas se dire, parce que du coup c'était la conclusion de ma collègue à l'époque, elle me disait, moi ce R+, là, où le cheval il est frustré, je trouve que c'est du R-. Parce qu'en fait, ta récompense alimentaire, elle ajoute pas quelque chose bonus, elle vient soulager le cheval d'un mal-être, donc d'un aversif. Enfin, d'une émotion négative, donc d'un aversif. Donc en fait, ça, c'est pas du R+, c'est du R-. Et donc nous, ça nous avait aidé à trancher notre débat. On était là, ok, bah en fait, tous ces gens qui font du R+, avec un cheval frustré, ils font du R-, point. Donc on peut ne pas essayer de se distancier d'eux en rajoutant quelque chose à R+. Et donc je me demande ce que vous pensez de ça. Moi, j'ai évolué sur cette question, j'avoue. Je pense que c'est pas si simple. Mais ça fait longtemps que je me la suis pas posée. Et du coup, ça m'intéressait de me la poser avec vous aujourd'hui. Moi, c'est une de ces questions où, en fait, j'ai envie de répondre: «On n'en sait rien». Parce qu'en fait, on peut aller mettre, beaucoup de théories là-dessus, mais on ne saura jamais comment est-ce que le cheval en question, il le ressent.
J'aime bien prendre comme exemple et je me demande si je l'ai pas mentionné dans l'épisode d'avant et du coup, je m'excuse si je radote. Mais si je suis dans une pièce et que j'ai froid et que je mets Tu un pull, radotes? voilà, est-ce que je perçois ça comme l'apport de la chaleur et c'est ça qui compte pour moi? Ou est-ce que ce qui compte pour moi, c'est de ne plus avoir froid? Et ça, même pour le point de vue du cheval et quand un cheval ou même pour nous, quand on a faim, hem, est-ce que ça m'apporte un certain bien-être de plus avoir faim et du coup, c'est cette émotion, cet état-là que je vais chercher et que c'est ça, en fait, mon renforçateur? Ou est-ce que, en fait, je me concentre plus sur, le fait de plus avoir faim, mais que la nourriture, en plus, n'a pas forcément apporté, un élément positif et ça, je pense que non seulement ça varie selon la vie de l'individu, mais ça varie aussi selon, la situation. Si j'ai faim et que je vais manger, libanais, c'est ma nourriture préférée et bah, du coup, je suis super contente et c'est clairement R+. Si je vais juste, manger, le reste de mon sandwich d'hier, bah, voilà, j'ai plus faim, c'est bien, je passe à autre chose et là, c'est probablement R-, mais j'ai pas forcément tiré de plaisir de la situation alors que l'apport de nourriture, pour moi, ça pourrait aussi, dans certains cas, être R+. En fait, je crois que ça pose du coup la question de pour que ce soit du R+, est-ce qu'il faut qu'il y ait un plaisir tiré de ce qu'on gagne? C'est ce que tu viens de dire en fait. Parce que dans la définition technique du conditionnement opérant, on ajoute quelque chose d'appétitif. Donc que l'animal a envie d'obtenir et pour lequel il serait prêt à fournir un effort. Mmh. Mais c'est vrai qu'on parle jamais de plaisir, on parle jamais d'émotion dans ces trucs-là. Enfin, c'est bien le problème d'ailleurs des théories de l'apprentissage pur et dur, hein, c'est que si tu les mélanges pas à un peu d'émotionnel, ça peut te donner des trucs très froids, comme on disait tout à l'heure. Ouais. Mmh. Mais le terme appétitif rejoint un petit peu quand même le fait que ça soit agréable, en théorie. C'est quelque chose qu'il a envie d'obtenir. Oui. Par contre, là où je Oui, mais quand t'as faim, pardon, je te coupe 2 secondes, mais quand t'as faim, la bouffe c'est appétitif, qu'elle soit bonne ou pas. Si j'ai très faim, tu peux oui, me donner des petits pois, je les prendrai quand même. mais Tu c'est pas là les où petits j'allais pois, dire, ça Clio? dépend de Moi, j'aime les l'intensité petits du pois. coup de ta faim. Tu vois, tu as un petit peu Ah, faim, tes petits pois, ils seront peut-être pas aussi ouais, appétitifs que le libanais de Coraline. Par contre, tu meurs de faim, tu mangeras n'importe quoi quasiment, à mmh, partir du moment où ça te semble à peu près, mangeable. Mais du ouais. coup, c'est quand même pas le même niveau pour moi. Je rejoins Coraline sur le fait qu'on peut pas savoir aussi facilement, mais qu'effectivement, moi, j'en ai discuté de ça aussi avec des amis, comportementalistes canins et on était un peu sur la même, conclusion que vous, Clio, sur le fait que si tu viens combler un un besoin, tu es plus dans du R- que dans du R+, sans savoir vraiment à quel niveau tu te positionnes. Mais du coup, ça pose vraiment une question parce qu'avec nos chevaux qui ont tout le temps faim parce qu'ils sont faits pour manger à peu près tout le temps, est-ce que alors ça voudrait dire si on tire le fil jusqu'au bout qu'en fait on fait jamais du R+? Parce qu'on est tout le temps en train de combler un peu un besoin et du coup, c'est une discussion super simpliste aussi parce qu'on pourrait mettre juste de la nourriture à disposition. Moi, pour le moment, je travaille avec, exactement le même renforçateur qui sont des fibres de foin pour la pose et pour, vraiment le renforçateur pour un comportement et ça n'empêche pas mon cheval de répondre à ma demande, alors qu'il a un seau plein du même truc juste sous le nez. Ouais, mais je trouve que ça, du coup, ça suffit comme preuve qu'il a pas faim, en fait. Et que du coup, tu lui apportes. En fait, tu lui apportes Bah, une. s'il n'a pas faim, est-ce que c'est une autre stimulation qui est aussi intéressante pour lui et qui répond aussi à un autre besoin, par exemple? Et il a Mm. pas faim de manière où il faut absolument qu'il comble ce besoin pour se dire: «Je vais faire autre chose». C'est plutôt dans ce sens-là que C'est je le pas un besoin verrais dans ce cas-là. prioritaire, ouais, Oui, pas un besoin à combler absolument. ouais. Contrairement à un cheval, par exemple, il a pas de foin de la journée et tu veux le bosser avec des fibres de foin, à un moment, ça fait, 8 heures qu'il a rien mangé. C'est pas le même contexte exactement. Non, non. Non, puis je pense que l'émotionnel est important, en fait. Enfin, entre un cheval qui serait, par exemple, hyper frustré et qui finalement trouve son salut que lorsque tu le cliques et tu le renforces, on n'est quand même pas, en termes d'émotionnel, on n'est pas du tout dans la même situation Mmh. qu'un cheval qui est au fond à volonté hyper ok avec la bouffe et qui doit choisir entre manger dans un seau ou venir marcher avec toi, quoi. Ouais. Je D'où pense que l'important de toujours avoir une source de nourriture, gratuite, en séance, quoi. Ouais. Mm. Après, je me faisais un peu l'avocat du diable, là, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire pour réfléchir et essayer d'aller, mettre le doigt dans les trous de ma réflexion ou les choses sur lesquelles, je me suis installée un peu trop confortablement. Globalement, je suis d'accord avec vous, mais je trouve que
c'est difficile de vraiment être sûr de quoi on parle parce qu'au final, il y a pas vraiment de il y a aucun signe extérieur, je pense, qui peut toujours nous faire dire pour toutes les situations, là, je suis sûre que mon cheval l'a vécu de façon X. Je pense qu'il y a plein de cas où on peut être à peu près sûr, mais il y a d'autres situations où parfois, je trouve que ça peut être un peu kiff-kiff et c'est avec le temps qu'il faut apprendre à reconnaître ces situations-là aussi et de se dire: «Ah, là, peut-être qu'on commence à être sur une ligne qui est plus exactement ce que j'aurais envie, où l'émotion peut-être elle commence à changer, où il commence à y avoir certains conflits, qui peut même se retrouver entre enfin qui n'ont peut-être même rien à voir avec la nourriture. Ça peut être, bah, mon cheval commence à être fatigué mentalement ou, il a envie de faire la sieste ou il a envie d'aller faire pipi et l'endroit où on est, c'est pas un endroit pour faire pipi pour lui et du coup, faut lui donner une pause, faut interrompre la séance et ne plus avoir ce besoin, heu, qui se chevauchent et où du coup le cheval est obligé d'aller faire un choix ou de venir dans le «conflit» entre guillemets pour pouvoir répondre à ce dont il a besoin, quoi. Non, je suis parfaitement d'accord avec toi et le côté, tu vois, justement, avoir faim, je trouve qu'il est hyper pertinent parce que je sais pas si vous avez déjà observé ça, mais moi j'ai vu enfin, en tout cas avec, Jamaïque, ça m'a fait ça. S'ils sortent de sieste et que je lui propose de travailler à ce moment-là, je sais qu'il lui faut plus un temps pour manger avant d'être 100 disponible pour bosser. En général, je lui laisse toujours effectivement, comme Coraline, de la fibre de foin à disposition et je sais qu'en général, il lui faut un temps Ouais, à manger avant de se dire: «OK, on est parti dans l'exercice». Alors que si elle était en train de manger du foin juste avant, elle est partie dans l'exercice comme ça, pas de souci. tout pareil, ouais. Bah, tu la réveilles de sa sieste, tu m'étonnes qu'il lui faille un petit déj. Mais non, mais il se réveille tout seul, moi j'arrive pile au bon moment. Oh, je les réveille pas les pauvres. Ouais, on a toujours quand même, je trouve, un problème. Enfin, un problème. Ce qui nous pose toujours problème, en fait, c'est l'émotionnel. Enfin, c'est qu'il n'y a pas de prise en compte de l'émotionnel dans les descriptions des techniques. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait quelqu'un qui nous rajoute ça. Parce qu'en fait, le conditionnement opérant, c'est une description du monde. Enfin, de la façon dont les Mmh. choses fonctionnent. C'est pas. Comment dire? Ça n'existe pas en soi. C'est des mots que quelqu'un a posés pour décrire un processus qu'il a compris tel quel à ce moment-là et que personne n'a prouvé faux jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Mmh. Ça se trouve, demain, quelqu'un va nous dire mais en fait, on était à côté de la plaque, c'est pas du tout ça qui est en train de se passer, et il aura trouvé plus précisément ce qui se passe, ou elle aura trouvé d'ailleurs, peut-être. Et, et bref, du coup, on aura une nouvelle définition, enfin, description plutôt de ce que c'est, mais il faut quand même pas oublier que les techniques, c'est un moyen de décrire les choses pour qu'on s'entende tous sur ce Mmh. dont on est en train de parler. Et en fait, moi, ça Ouais. me tue parce que on s'entend pas. Les mecs, ils ont mis des mots sur les trucs Mmh. pour se dire, ah bah comme ça tout le monde sera d'accord. Et nous, on est en train de discuter de ces mots en se disant, mais en fait, on comprend rien. On n'est pas d'accord et on n'arrive pas à savoir ce que vous vouliez vraiment dire et ce qui se passe vraiment dans la tête de nos poneys. Bah, je pense que c'est la difficulté de la simplification parce Mm. que c'est quelque part, ces cadrans, ils sont très beaux justement pour ce truc, ça simplifie un peu la réflexion, les définitions, les approches. Si je dis: «Voilà, je vais écrire un plan d'entraînement à R+», bah, je sais qu'il bon, c'est pas obligé, mais dans notre cas, il va y avoir un clic et puis il y aura de la bouffe après. On sait qu'il y aura un poney au milieu. Enfin voilà, ça permet de cadrer un peu de quoi on va parler. Alors que si, on disait que je parle avec, mon énergie cosmique qui se relie au chemin de dopamine dans le cerveau de mon cheval, ce serait beaucoup plus difficile d'être sûr qu'on parle tous de la même chose. Mais forcément, quand on est sur ce type de simplification, ben, on a, comme on discutait dans l'épisode précédent, des cas où on est un peu sur la ligne. Est-ce que P- c'est de l'extraction? Est-ce que parfois ça se rechevauche? Est-ce que les 2 sont compatibles? Et et peut-être qu'aussi comme tu le disais très bien Cléo, on s'assied sur ces trucs-là en essayant de continuer à les laisser exister alors qu'on a de plus en plus d'informations qui clarifient le fait qu'il y a plein d'autres éléments à prendre en compte et ça ne veut pas dire que les penser au cadran n'est plus utile ou qu'il faut plus le faire, mais il faut juste rester ouvert au fait qu'il y a plein d'autres choses qui jouent un rôle et que la motivation, le renforcement, les besoins fondamentaux, c'est toutes des choses qui se mélangent et qui font un truc au final qui est plus ou moins bénéfique et qu'à moins d'aller mettre, des électrodes dans le cerveau de mes chevaux, quand ils travaillent, bah, on ne saura jamais vraiment ce qui se passe vraiment à l'intérieur, quoi. Mais du coup, est-ce que c'est pas finalement, est-ce qu'on n'est pas finalement obligé d'essayer
de qualifier la technique qu'on utilise. Parce que moi, je trouve que c'est hyper important de parler de technique. Je vois toutes les limites des cadrans, et je suis la première à les citer. Mais en fait, je parle quand même que de ça, parce que pour moi, c'est hyper important que les gens, ils sachent ce qu'ils font. Parce que sinon, ils font plus rien, ou alors ils le font très mal. Je trouve que... Enfin, je le répéterai jamais assez, mais quand tu sais que tu utilises des aversifs, tu les utilises bien. Et du coup, pour moi, il faut surtout pas remettre de côté ce côté technique. Parce que je trouve que pendant très longtemps, enfin en tout cas, moi on m'a jamais parlé de R- quand je faisais du R-. J'ai appris que je faisais du R- quand je faisais du R+, clairement. Et ça m'a fait un peu chier d'ailleurs de l'apprendre comme ça. J'aurais aimé l'apprendre autrement. Mais du coup, je trouve que c'est hyper important de garder cet aspect technique. Et du coup, moi, si on me demande comment je travaille, bah, je vais dire, voilà, je travaille certains chevaux en R+, certains chevaux en R-, j'enseigne le R- et le R+. C'est comme ça que je définis ma méthode. Mais du coup, j'ai l'impression, en avançant dans cette conversation, que comme on l'a dit, les cadrans, c'est quelque chose de très technique. C'est une description d'un processus fait par des vieux gars il y a quand même un moment, et sans aucune prise en compte de l'émotionnel. Du coup, en fait, c'est assez logique qu'on soit obligé d'ajouter ce qualificatif après la technique. Tu vois. Donc le R plus éthique, finalement, est-ce qu'on peut vraiment se passer de cet adjectif? Peut-être qu'il faut en trouver un autre. Mais c'est vrai que dire juste je fais du R+, bah, ça donne peut-être pas assez d'informations, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord et ça me rappelle ce que tu disais à propos de la radicalité au début qui est un point de vue valable et je pense que toute cette réflexion-là, c'est aussi un peu, je sais pas si on peut dire un cercle ou une spirale, mais tu as un truc qui se répète tout le temps. Tu vois, au début, tu te mets radicalement dans un coin parce que en fait, tu viens de découvrir ce truc-là et du coup, c'est super cool et tu as juste envie de parler de ça et en fait, tu le comprends pas encore du tout à ce moment-là, mais le truc nouveau, ça te parle et donc tu as envie de dire: «Ah moi, je suis pas à fond du R+ et tout, c'est super bien». Et plus tu en apprends du coup, plus là tu peux aller ramener de la nuance dans ton point de vue parce que tu vas pouvoir aller ramener d'autres arguments, d'autres perspectives et ta compréhension des choses va évoluer, pour devenir plus nuancée. Mais une fois que tu as commencé à tu as passé assez de temps à te tracasser de toutes ces nuances-là, à comparer des points de vue, à dire: ça je prends pas, ça me convient, ça me convient pas», bah, tu te recrées une position radicale qui est pas du tout la même que celle du début. Parce que là, elle est réfléchie, elle est posée, elle est argumentée, les attaques, tu y réagis plus de la même façon. Quand tu es radical par, incompréhension, quand on tu as des attaques, souvent on se met en défense et je pense que nous maintenant, si on nous dit: «Ah vous êtes des bisounours, vous faites du R+ éthique et je sais pas trop enfin, vous êtes des distributeurs ou peu importe les trucs qu'on fait d'habitude, enfin qu'on entend d'habitude. Moi, on me dit ça et je suis là: «Bah ouais et Ouais, avec grave. quoi en fait?» Je le dis carrément, c'est exactement mon plan dans la vie, c'est de distribuer de la bouffe à mon cheval et j'en suis Pas de parfaitement souci. heureuse. Mais je pense que c'est normal d'avoir ces éléments-là et du coup de quand même préserver tous ces trucs entre guillemets «hyper simplistes» parce que comme tu le disais, il y a plein de gens qui les ont pas encore compris et du coup, faut qu'on les amène dans cette compréhension un peu radicale et une fois qu'ils ont cette compréhension de base qui fait qu'on peut avoir un échange en reparlant de la même chose, bah, là, on peut amener de la nuance et quand tout le monde aura compris les bases et la nuance, bah, chacun pourra choisir d'être, radical ou nuancé dans le quoi qui lui convient et puis les moutons seront bien gardés, quoi. On n'a pas fini, hein. Bon, on s'était dit qu'on glisserait un petit mot quand même de comment est-ce qu'on utilise tout ça, nous, dans notre travail de comportementaliste. Dans quelle mesure... En fait, la question un peu qu'on se posait, c'était... Enfin, que je voulais vous poser, c'était... est-ce qu'on doit emmener tout le monde vers du R+, ou est-ce que des fois, il vaut mieux pas? Et, dans quel... Est-ce qu'il y a des cas où on pourrait se dire... Bon, là, je sais que je fais du R+, c'est pas ouf. En termes d'émotion, par exemple, on n'est pas vraiment top top. Mais je vais le faire quand même. Emmener tout le monde vers du R+, moi, j'avoue que clairement, je suis pas spécialement pour. Parce que, bah, un peu parce que pour tout ce qu'on a dit avant, parce que si on veut faire quelque chose de vraiment propre, de vraiment affiné et cetera, ça demande un certain engagement pour l'humain. Pour le cheval aussi, mais en général, il suit plus ou moins ce que l'humain lui propose et du coup, l'humain, ça lui demande quand même pas mal de réflexion, de remise en question potentiellement, de temps parfois à avoir l'impression de rien faire, alors qu'on fait beaucoup de choses, mais qu'on a l'impression quand même de rien faire et du coup, si tout ça, c'est trop frustrant pour l'humain, c'est pas forcément la peine d'aller dedans et plutôt de se concentrer vers du beau R-, du R- propre, du R- qui sera bien travaillé, bien réfléchi et cetera
que de se dire: «Bah, moi, je veux donner des carottes, mon cheval, il est pas à l'aise, il est pas hyper et moi, je suis pas bien là-dedans». Pour moi, c'est pas l'idéal. Par contre, avoir certains trucs où on peut faire du R+, même s'il est pas incroyable, c'est quelque chose où, comme vous disiez tout à l'heure, par exemple, sur le medical training et cetera, qui peut être intéressant quand même, parce qu'on est sur quelque chose d'hyper spécifique et parce qu'on peut, à mon sens, amener des choses quand même en limitant la frustration. Heu, on n'aura pas forcément quelque chose d'aussi propre si on veut faire quelque chose de 100 R+. Pour autant, on peut avoir quelque chose quand même de construit, sur lequel l'émotionnel est entendu et limiter les pots cassés pour faire quelque chose de correct, même s'il est pas incroyable et qui convienne tant à l'humain qu'au cheval pour faire des entraînements, intéressants, par exemple, sur les soins. Coraline, je sais pas si Mmh. Et je suis tout à fait d'accord avec ça, mais je rajouterais qu'il y a quand même un élément bénéfice-risque à considérer. Donc moi, je fais ouais, une assez grosse différence entre, mon travail de comportementaliste et mon travail d'entraîneuse/éducatrice. Quand je vais juste donner cours et qu'il y a pas un problème à régler, je veux dire, moi, ce que j'enchaîne, c'est le R+, c'est le clicker training. Je vais pas forcément aller enseigner du R- à quelqu'un qui veut juste faire du travail à pied avec son cheval, voilà, pour lui apprendre des trucs, pour faire de la gymnastique ou quoi, parce que j'ai choisi la voie du R+ et que c'est ça que j'ai envie d'enseigner. Par contre, quand j'ai ma casquette de comportementaliste, c'est qu'on a un problème à régler. Là, je pense que la solution, elle doit aussi prendre en compte quel est le bénéfice immédiat que le cheval peut aller chercher dans cette situation-là. Donc, par exemple, si je suis face à un cheval qui a vraiment besoin d'être paré et qui ne sait pas donner les pieds, même si le propriétaire est 200% engagé dans le fait d'apprendre des choses en R+, et de bien les faire, si je me dis: «Ouais, mais là, ce cheval, dans les 3 semaines qui viennent, il faudrait quand même vraiment qu'il soit paré», et la propriétaire, je dis la propriétaire parce que genre 99,9 de mes clients sont des femmes. Hem, si la propriétaire, en fait, elle a une assez bonne compréhension du R-, de l'utilisation du timing, que sa relation avec son cheval est déjà, à part ça, assez bonne, ou que je peux me me baser sur les compétences qu'elle a déjà, je vais préférer régler le problème en R-, de manière à ce que le cheval puisse revenir à, des soins qui sont corrects, qui vont le remettre dans un état où ça va pas créer d'autres problèmes ailleurs, et dire: «OK, le R+, si tu as vraiment envie d'apprendre ça, ben, on le fera en cours en parallèle, et là, on prend tout le temps qu'il faut». Parce que dans cette situation-là, même si la propriétaire est engagée, le temps qu'elle apprenne le R+ correctement, qu'on mette en place toutes les bases et cetera, bah, ça va peut-être nous prendre 2 mois avant que le cheval sache donner les pieds et interagir avec un pareur correctement, et pour le cheval à long terme, c'est pas forcément le bon choix à faire à ce moment-là. Donc je ça, c'est un truc qui s'évalue toujours dans chaque situation, et en fonction du problème qu'il faut régler, mais c'est parfois comme ça que je réfléchis les choses aussi. Bon, c'est hyper important, je pense. Il y a forcément, enfin, il y a forcément un rapport bénéfice-risque qu'il faut estimer, quoi. Parce que tu as les contraintes de l'humain, tu as les contraintes de l'environnement, tu sais que tu as 3 semaines pour parer, bah tu as 3 semaines pour parer. Tu vas pas dire à la personne, bah ça va prendre 6 mois pour apprendre à donner les pieds en R+, donc voilà. Enfin, en fait, on est soumis à tellement de contraintes, sans même parler des contraintes du cheval, que du coup, je trouve, enfin, t'es obligé de peser, quoi. Et du coup, effectivement, je trouve que le R+, c'est pas du tout toujours la bonne solution. Ou en tout cas, dans cet instant-là. Ouais, et ça puis me je rejoins rappelle, Coraline entre, ce qu'on veut travailler, donc faire des exercices en R+, ou se dire: «Il y a une problématique à résoudre». Mm. Souvent déjà la réflexion est pas du tout la même. Ouais. ouais. Parce que l'humain n'aura pas effectivement le même engagement, parce qu'on n'aura pas les mêmes délais, parce qu'on n'a pas les mêmes attentes et parce que face à un problème de comportement, comme tu as dit Clio plusieurs fois, au cours de l'épisode là, on a beaucoup d'autres cartes à jouer avant de se dire: «On va aller sur l'entraînement». Mm. Mmh mh. Que ça soit, de l'aménagement d'environnement, que ça soit du contre-conditionnement, que ça soit énormément de choses. On a beaucoup de choses à jouer avant de se dire: «OK, là, on va faire 100 de l'entraînement» et du coup, quelle technique est-ce Mmh que j'utilise? mh. Ouais, Et parce que c'est marrant. l'exemple pardon. Vas-y, vas-y. Je disais parce que l'exemple que je viens de mentionner, de nouveau, en fait, c'est purement de l'éducation. Le cheval qui sait pas donner les pieds, je vais dire: «OK, je vais le faire en Ouais. R- parce que c'est plus rapide», mais en fait, un vrai problème de comportement, ou comportement indésirable qui demande une vraie résolution de problème, en fait, assez rarement, on va l'aborder directement en R+. Ou alors peut-être dans un protocole de renforcement différentiel et des trucs un peu plus compliqués, mais s'il y a problème à régler, comme on le disait tout à l'heure, par rapport à l'approche du R- qui est à presque
toujours à l'entraînement directement. En tant que comportementaliste, on va pas se dire: «Oh, je vais entraîner ce truc-là», même pour le faire en R+, quoi. Bah, tu fais assez peu d'entraînement, en fait, quand tu fais du comportement. T'en fais forcément un peu, mais je trouve que c'est souvent des prétextes, en fait. Comment ça? Enfin, ouais, c'est vrai, je pourrais expliquer. Heu, j'ai l'impression, moi, qu'il y a souvent, si je veux aller travailler sur l'émotionnel d'un cheval, par exemple, je vais avoir ce que j'appelle mes exercices prétextes. Du coup, c'est juste une Mmh. mise en situation pour, permettre à la personne d'apprendre à lire, son cheval, et pour, en fait, amener le cheval, enfin, parce que tu peux pas, travailler sur l'émotionnel avec un cheval qui est arrêté au milieu d'une carrière. Tu peux pas, enfin, tu vois, des fois, moi, on m'appelle pour des chevaux, ils sont en stress chronique. Bah, t'es obligé de trouver un prétexte pour leur faire faire un truc. Et parfois, et en fait, je dis parfois, mais c'est tout le temps, mon exercice prétexte à moi, c'est de marcher. Marcher à l'épaule et Mmh. s'arrêter. Ouais. Et en fait, ça fait que je vais pouvoir travailler sur mets un code, trouve ton aversif, ou si tu travailles en R+, mets un signal et on retravaille le timing et le renforçateur. Et ensuite, on va aller sécuriser une zone verte et petit à petit voir s'il y a un apaisement un peu plus général de la part du cheval et si du coup on peut aller explorer le monde, quoi. En gros, c'est ça mon principe. Mais pour ça, bah, j'ai besoin d'un exercice, tu vois. Et en fait, mon Ouais. exercice, c'est juste marcher. Mais je me rends compte que très souvent, il faut 3 semaines pour que la personne, elle apprenne à se positionner correctement, à Ouais. demander correctement comment marcher sans saouler son cheval parce qu'elle lui demande systématiquement avec l'aversif, adapter sa demande aux signaux du cheval, à savoir quand est-ce qu'elle pense être en zone verte mais en fait elle est en zone rouge, quand est-ce qu'elle peut aller plus loin, quand est-ce qu'il faut qu'elle fasse demi-tour, quand est-ce qu'elle peut proposer de l'immobilité, quand est-ce qu'il faut qu'elle propose du mouvement. Enfin, tu vois, sur Mmh. un Ouais. exercice qui est simplement marcher à l'épaule, moi je peux m'occuper pendant 1 mois et demi, hein, j'ai pas de problème, quoi. Mais du coup, c'est dans ce sens-là où je trouve que des fois, l'entraînement te sert juste de prétexte pour aller travailler tout le reste. Oui, et aussi simplement parce que ni le cheval ni l'humain n'existent dans un vacuum. Si tu as un cheval qui est Oui. en stress chronique, tu vas pas le travailler à 30 mètres de lui, au pré. Il faut aller l'amener dans la carrière, il faut l'amener à la salle de pansage, il faut lui mettre à l'école, et tous ces trucs-là, ce sont déjà, en fait, des problématiques d'éducation qui, si le cheval est déjà en stress chronique, même pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'humain, si en plus de ça, il comprend pas ce qu'on lui dit quand on lui met le l'école, qu'il comprend pas ce qu'on lui dit quand il marche, qu'il bourre dans l'humain à chaque fois qu'il passe une clôture et du coup, il se prend attaquer sur la longe quand ça arrive et que dans tout ça, il comprend rien, bah, tu as déjà rajouté, 3 sauts de stress sur un problème que tu as même pas commencé à régler, quoi. Donc il faut y évidemment revenir à cette base-là, ce qui revient dans l'éducation, alors qu'en fait, c'est pas du tout le but. Mais si tu le fais pas, tu vas pas pouvoir avancer non plus, quoi. Donc c'est clair que tout est mêlé à ce niveau-là aussi. Ouais. Et ce qui est rigolo, c'est que pendant que vous parliez, là, je me disais que moi, souvent, en fait, une des choses que j'utilise, c'est de retirer la nourriture. Je me rends compte que moi qui prône le R+, il y a plein de fois, je dis aux gens, on stop, on va pas faire ça. Et justement, parce que c'est souvent des gens qui ont voulu amener de la récompense alimentaire ou basculer sur du R+, sans être forcément bien accompagnés là-dedans et sans avoir parfois mesuré l'enjeu de ce dans quoi ils s'étaient lancés, quoi. Mmh. Et du coup, soit ils ont un cheval hyper frustré à la bouffe pour telle ou telle raison, il peut y avoir 1000 raisons, mais hyper frustré à la bouffe, et du coup, d'un cheval qui vivait plutôt bien son R- sans récompense, on a en fait un cheval qui vit trop mal son R- avec récompense parce qu'il comprend jamais quand est-ce qu'il va l'avoir, quand est-ce qu'il va pas l'avoir, et qu'en fait son humain est devenu un distributeur à bonbons et donc il a juste envie de le bouffer. Soit des gens qui me disent j'aimerais introduire la nourriture, et où en voyant le cheval, je me dis, ou en voyant le timing de l'humain, ou enfin, je me dis non, on va pas, ça va juste compliquer tout, on va plutôt affiner le R-, mais surtout pas introduire. Mais du coup, j'ai l'impression de travailler à contre-courant. En fait, il y a plein de fois où je me rends compte où je dis aux gens, mais donnez moins, beaucoup, beaucoup moins. Aussi parce qu'il y a beaucoup de fois où ils contre-conditionnent avec conflit de motivation. Mmh. Et du coup, on se retrouve avec ces chevaux qui passent partout, mais en prenant sur eux hyper fort pour aller avoir leur nourriture. Et je leur dis, mais là, en fait, on ne peut pas travailler sur l'émotionnel et on ne peut pas travailler sur la peur parce qu'il y a un conflit de motivation qui est beaucoup trop important. Et pour régler ce conflit de motivation, bah, bien sûr qu'on va réduire l'élément qui fait peur, hein, on va pas foutre le cheval devant le tracteur, mais par contre, on va aussi éliminer la bouffe parce qu'en fait, il nous brouille tous les messages, quoi. Mmh. On comprend Ouais. plus rien C'est aux co signaux du cheval, pardon, parce qu'il y a de la bouffe, quoi. c'est comme le fameux exercice du touch it. Tu vois, moi, je Exactement. récupère, tout le temps des chevaux, stressés, réactifs et cetera. Elle me dit: «Oui, mais il est quand même capable d'aller toucher tous les trucs».
OK, alors on va arrêter de faire ça et on le fera plus jamais parce que ça va pas du tout régler le problème et oui, à chaque fois les gens sont étonnés en disant: «Hey, mais je fais quand même ce truc-là, R+, ta vie c'est bien et je fais au moins ça». Je suis là: «Non, on va Ouais. aborder ça totalement différemment». Mais moi du coup, j'aime beaucoup amener les enrichissements pour ces chevaux-là aussi au début, parce que du Mmh. coup, ça amène un peu ce truc de recherche et de résolution de problèmes par soi-même. Ça lâche aussi un peu la grappe à l'humain dans les 2 sens et que le cheval, développe juste des capacités de réflexion pour lui-même, envers la nourriture aussi, qui sont pas liées forcément à ce que fait l'humain et ça, je trouve que ça permet d'avoir un peu plus de flexibilité émotionnelle, qui permet de réintroduire un peu d'R+ un peu plus facilement, surtout pour les gens qui veulent pas forcément, aller faire à 200 du R+ après, parce que le cheval a développé au moins ses capacités de réflexion, entre-temps, quoi. Ouais. Je trouve qu'apprendre la pause aussi, c'est hyper important. Ouais. Comme chez les borders, quoi, tu leur apprends à faire la sieste. Parce qu'en fait, les gens, du coup, Mmh. ils surstimulent leurs chevaux en se disant: «Ah bah, il s'ennuie, il faut que je lui apprenne plein de trucs». Du coup, on va aller toucher ça, on va aller voir ça et en fait, comme le cheval apprend jamais à être arrêté, détendu et à juste attendre, quoi, et bah, dès qu'il y a 2 minutes un peu, de flou, il va, mâchouiller un truc, proposer un truc, faire une jambette et donc en fait, après, tu rentres dans un cercle vicieux où tu surstimules ton cheval en permanence et tu finis avec ces petits chevaux border collie qui vont ouais, qui touchent à tout, qui montent sur tout et nous, on arrive et on dit: «Faut plus donner à manger, faut plus monter sur les plots». Je disais à une de mes élèves la semaine dernière: «Au final, pendant le premier mois et demi, généralement, vous me payez pour que je vous dise: "Ralentis, fais-moi de trucs"». Mmh. Ah mais c'est fou, hein. C'est un peu tragique, mais tu juste en fait, on est juste là: «Arrête de faire tout ce que tu fais, fais-le moins vite, fais un Mmh. quart de ce que tu faisais et puis on s'en reparle dans un mois et demi, ça ira sans doute déjà beaucoup mieux» et puis là, tu peux commencer à créer des trucs ou à développer des Ouais. trucs. Mais d'abord, il faut ralentir et arrêter. Bah, ouais, moi les gens ils me disent toujours: «Ah c'est quoi les exercices que tu fais tout le temps?» «Bah, marcher à l'épaule, le contact consenti et la pause». «Ah ouais, ça a l'air fun tes séances, hein?» Ouais, c'est ça, ça peut paraître on va regarder le paysage et on va attendre de s'embêter et quand on s'embête, on peut retourner au pré, c'est bien. Mais oui, du coup, on n'a pas parlé des cas où on ferait quand même du R+, même si on considère pas forcément que ça serait, enfin que ça rentrait dans les cases du R+, parfaitement éthique. Heu, Moi, pour revenir un peu à ce que tu disais de ces exercices prétextes, j'ai un exercice de ciblage, spécifique, surtout avec les chevaux un peu, inhibés, stressés que j'utilise encore bien, justement pour que l'humain puisse travailler son timing et parce que c'est beaucoup un exercice d'observation de la tête du cheval aussi, parce que je ne fais pas cibler avec le nez, justement pour éviter tous les conflits qu'il y a autour de ça et je trouve que pour les chevaux qui sont un peu inhibés, qui n'ont jamais trop donné attention à l'humain, tu vois? Typiquement, ce cheval quand il marche, il a toujours la tête, complètement à l'opposé de son humain et du coup, il capte rien de ce qui se passe. L'humain qui s'arrête, qui ralentit, le cheval voit rien parce qu'il est pas du tout, au courant qu'il se passe un truc, de son autre côté. Hem, Là, il y a certains chevaux pour lesquels je vais ramener du R+, avec les chevaux qui sont frustrés et agressifs, je vais surtout pas le faire et là, je sais typiquement que ça va pas être, un R+ parfait, mais je vais rien construire sur ça. Mais c'est vraiment un exercice qui existe dans sa petite bulle restreinte, dans des contextes très particuliers et sur lesquels je vais pas aller construire. Donc ça va être, on apprend ce truc-là de ciblage et puis on va l'utiliser pour aller faire du déplacement, des épaules en dedans ou je sais pas quoi, en dehors. C'est juste un exercice de gestion émotionnelle, qui permet de redonner un peu d'intérêt au cheval. Mais si après je veux aller faire du vrai R+ avec ce même cheval, bah, je vais tout reprendre, à 0. Mais je pense qu'à part ça et puis certains cas de medical training où, on a besoin que ça aille relativement vite, dans des circonstances où le cheval va pas supporter autre chose, je vais peut-être aller dans du R+ aussi, mais je pense que ça va être dans les 2 cas avec quand même beaucoup de prudence, mais je pense que c'est les seuls cas où je ferai du R+, que je placerai moi-même dans la catégorie pas forcément éthique. Mmh. Ouais, moi je pense que j'en fais pas. Je pense que je suis pas assez bonne en R+, en fait, pour me lancer là-dedans. Je pense que je peux faire un peu de contre-conditionnement, en serrant les fesses de temps en temps et en grinçant des dents et en me disant: «Waouh, c'est pas ouf, on est en plein conflit, mais tant pis, on va y aller quand même parce que ça va nous acheter cette situation et ça nous acheter un peu de temps». Mmh. Et je pense que je peux me servir de la récompense alimentaire comme solution pansement, sur la patience, par exemple, tu vois? Le maréchal vient, bah, voilà, on va donner en continu, mais du coup, on n'est pas dans du R+, quoi. C'est ce Ouais. que j'allais dire dans ces cas-là, même les cas de contre-conditionnement, moi je trouve qu'il y a beaucoup de cas où on en parle, où je dirais: «Tu as de la nourriture dans la situation, mais il y a pas d'apprentissage qui se fait vraiment, donc on est potentiellement ni dans ni R+, ni dans du contre-conditionnement». Ouais. Au mieux, Oui, c'est oui, un moi peu du masquage, mais c'est à peu près tout, quoi.
Ouais, Ce c'est qui ça peut mon très souci. bien dans Enfin, certains cas, hein, c'est vraiment de la situation pansement de je m'achète du temps en fait. Et de l'immobilité en général, ça va avec. ouais, pareil. Par contre, je me rends compte qu'il y a des gens qui font du R- à qui je vais faire l'exercice de coder le clicker sur du foin pour ensuite leur dire maintenant n'utilisez plus jamais de clicker, puisque de toute façon ils n'avaient pas prévu de passer au R+, mais où je me serais servi de cet exercice-là pour aller travailler un peu l'émotionnel chez le cheval. Pour travailler un peu la relation à l'humain, le fait d'avoir des émotions qui redescendent un peu, quelque chose comme ça? Ouais, la relation à l'humain, parce qu'en fait je trouve que c'est un exercice tellement complet, où tu as du contact protégé, tu as une Mmh. approche progressive, tu peux donner au saut ou tu peux donner à la main, Ouais, donc ouais, si la main est aversive, tu peux travailler ça. Du coup, ouais. je trouve que sur des chevaux qui sont très très... pour qui l'humain est très très aversif, c'est un chouette Mmh. exercice, où en fait tu contre-conditionnes l'humain, Ouais, ouais. simplement en l'associant à un apport de nourriture. Mmh. Je trouve que sur des chevaux qui sont très très frustrés à la nourriture parce qu'ils ont manqué, parce qu'ils sont pas dans des conditions de vie idéales ou quoi, qui peuvent être très agressifs au râtelier ou au moment des rations, qui savent Ouais. pas partager, qui font de la protection de ressources, tout ça, ça peut vraiment les apaiser de se rendre compte qu'en fait ils peuvent manger et avoir encore plus à manger. Mmh. Et il y a un humain qui est inclus, souvent il y a un seau qui est inclus, du coup pareil tu contre-conditionnes plein de choses. Ça m'est arrivé de l'utiliser pour ça, tout en disant à la Ouais. personne, en fait, vu les propensions à frustration de l'animal, on va pas partir sur du, du R+, ou sur du R- avec Mmh. récompense, on va rester sur du Mmh. joli R-, mais on va faire cet exercice-là en parallèle, juste pour qu'ils comprennent que la bouffe, ça peut être ok, quoi. Ouais. Mais c'est un exercice globalement hyper intéressant, je trouve, hein. Celui-là de cliquer au foin, de venir récompenser ça, comme tu dis, c'est hyper complet. Il y a beaucoup de cas sur lesquels c'est intéressant. Ouais, puis au début, tu te dis, c'est facile, et en fait, tu te rends compte enfin, moi, je le donne de moins en moins comme ça aux gens, parce que je me rends compte qu'il faut être derrière eux tout le temps. Mmh. Parce que si tu loupes un truc, tu finis avec un cheval qui, d'un micro signe d'évitement, quand tu t'approches, finit à plaquer les oreilles en arrière quand tu donnes à la main, quoi. Enfin, tu sais, ça peut dégénérer hyper vite. Et si tu l'as pas travaillé plusieurs fois avec plusieurs chevaux sur des temps longs, bah c'est hyper dur de pouvoir se dire soi-même, ah bah là je vais faire ça, je vais anticiper ça comme ça, je vais changer ça la Mmh. prochaine fois. Enfin, ça me fait penser au contact consenti où je me dis toujours, ah ouais, eux, il faut que je leur donne le contact consenti. Et en fait, c'est hyper technique à mettre en place. C'est pas juste, je fais un code, je caresse mon cheval, quoi. Il y a plein d'éléments à prendre en compte pour que ça fonctionne correctement. On en revient un peu sur la discussion de tout à l'heure en fait, c'est super compliqué d'entraîner un cheval Ouais. et du coup, on a tous envie Technique. de vachement le simplifier parce que ça rendrait nos vies, plus chouettes et plus faciles. Mais en fait, peu importe l'approche qu'on choisit, ça reste vraiment compliqué. Bah, ça demande à Bah, l'humain d'être rigoureux. Mmh mh. ouais, et puis en fait, moi, j'aime pas la phrase qui dit j'ai pas une seule méthode, je m'adapte au cheval. Parce que je trouve que les gens qui disent ça, ils ont toujours une méthode. En plus. Enfin, c'est quand même souvent des gens, ils font du R- ou ils font du R+, et ils font ça avec tous les chevaux. Enfin, je veux dire, on est tous meilleurs dans un truc, c'est là-dedans qu'on va et c'est ça qu'on fait. Donc, et puis, enfin, moi je trouve que le R- ça marche avec tous les chevaux, le R+, ça marche avec tous les chevaux. Juste, il faut bien le faire, quoi. Si c'est bien fait, ça marche avec tous. Mais par contre, je trouve que dans un même exercice, qui peut être hyper cadré et qui peut paraître très protocolaire, quoi. Tu te dis, bah, y a l'étape 1, c'est Mmh. ça, l'étape 2, c'est ça, l'étape 3, c'est ça, point. Bah, en fait, en fonction du cheval, de ses expériences, de son association à l'humain, de son association à son troupeau et à la nourriture, ou au stick, ou à peu importe ce que tu vas Tout utiliser. son historique d'apprentissage, en fait. Ouais, t'es obligé de t'adapter sur 1000 trucs. Du coup, je trouve que c'est pas la Mmh. méthode que t'adaptes, c'est la façon dont t'amènes cet apprentissage-là, quoi. Ouais. Totalement. Ouais, après je pense qu'on est tous aussi des créatures d'habitude, tant nous que nos chevaux et du coup, là, on vient juste d'en parler et moi, j'ai un peu mes exercices de base que je fais par défaut, Clio aussi, Lucie aussi et puis on adapte et puis on échange entre nous et on se pique des exercices ou des idées mais je pense qu'on en fonction de ce qui a marché dans le passé, on a probablement tous tendance à redémarrer un peu là-dessus et puis, du coup, cheval ou avec lui, ça marche plus, en fait et puis là, du coup, on va creuser autre chose. Mais tu Mm. peux pas réinventer la roue à chaque fois en disant: Non, j'ai pas de méthode et je m'adapte systématiquement», faut que les apprentissages se construisent sur un truc, il faut avoir un peu de base aussi, Oh, puis ça serait épuisant pour nous. Oh là là.
Si à chaque fois on devait réinventer tout, déjà on réinvente rien et on se prend vachement la tête. T'imagines si à chaque nouvel apprentissage, tu devais réécrire entièrement tout un plan d'entraînement pour chaque élève, pour chaque cheval et tu pourrais jamais en réutiliser un? T'imagines le temps que ça prendrait? Ouais. Eh ben, je crois qu'on a fait un petit peu le tour, hein, de ce qu'on s'était dit. Mmh. Le tour, il est plus largement même. Ouais, le tour est carrément plus largement parce que, 1h30, je crois qu'on est on est sur une bonne moyenne de podcast d'1h30. Est-ce qu'on a répondu à la Parfait. question qu'on a posée au début? Peut-être, ça dépend du point de vue sans doute. Bah, en tout cas, Si, on a je arpenté la question. Ouais, et puis je pense qu'en fait, on peut y répondre en une phrase. Qu'est-ce que c'est que du R+ éthique? C'est du R+ qui prend en compte l'émotion du cheval. Je pense que c'est ça, en fait, ce qu'on a mis 1h30 à dire. Ouais. En tout cas, de notre point de vue, c'est ça. Il y a peut-être des gens qui ont, Oui, voilà. un autre point de vue et on l'entendrait très volontiers aussi. C'est pas parce qu'on parle qu'à 3 qu'on va parler à personne d'autre. Et puis même ça reste discutable parce que l'émotion, c'est quand même, comme tu le disais, très subjectif, basé sur nos observations et donc nos interprétations. Et enfin, il y aurait encore 1000 choses à dire. Enfin, il y en a pour qui ça va être une petite frustration, ça passe, et pour d'autres, ce serait déjà ingérable, enfin intolérable. Enfin bref, même en disant ça, je pense que ça reste discutable, quoi. Mais en tout cas, Ouais. je pense que les gens qui nous ont écoutés ont une idée un peu plus précise de ce qu'on entend par du joli R+. Et du joli En tout Armand cas, on aussi. espère. Et du coup, je pense que si on part du principe qu'on utilise le terme de R+ éthique, eh ben moi je propose qu'on utilise le terme de R- éthique de la même façon et qui s'appuie sur les mêmes choses. Ouais, Ouais. tout à fait d'accord. Bon ben, belle conclusion. Merci à vous de nous avoir écoutés jusque-là. Ouais. Ouais. Bravo d'avoir tenu jusque-là. Grave. Et puis bah, si jamais vous nous écoutez, s'il y a des sujets sur lesquels vous voulez qu'on discute, n'hésitez pas à nous les suggérer. Et si vous avez des retours à nous faire, on est preneuse. Et puis nous, on va continuer à discuter, quoi.